Bonjour et bienvenue dans le bilan culturel du mois de novembre 2023 qui va être étendu jusqu'au 3 décembre puisqu'une bonne partie de ce bilan est constituée des spectacles que j'ai vus dans le cadre du festival Plein Phare et le dernier spectacle que j'ai vu était le 3 décembre. Ça me semblait plus pertinent de mettre Plein Phare dans le même bilan que de séparer en deux sur une histoire de quelques jours. Ça va être long le mois de novembre. Le mois de novembre va commencer au cinéma le 1er novembre avec Le Garçon et le Héron, le dernier film de Miyazaki qui est sorti cette année, que j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui m'a vraiment plu. J'ai retrouvé l'univers de Miyazaki d'un point de vue visuel et sonore, musical évidemment, mais aussi un peu dans ce récit de jeunes personnes qui traversent une épreuve difficile et qui, en lien avec cette épreuve, se retrouvent part à la découverte un peu à son insu d'un monde imaginaire, il vit des aventures et en ressort grandi. Ce truc un peu de récit initiatique qui passe par des personnages ou des mondes plutôt irréels, imaginaires, tout ça qui pour moi caractérise un peu le travail de Miyazaki. Alors pas que, mais c'est un peu la trame que j'identifie dans pas mal de ses films. J'ai retrouvé ça et ça m'a beaucoup plu. C'est assez symbolique et poétique quand même comme film, donc il y a beaucoup de choses je pense que j'ai pas saisies puisqu'il y a moins de choses littérales peut-être que dans d'autres de ces films, mais en tout cas ça m'a quand même beaucoup plu. J'aurais bien aimé le revoir une deuxième fois pour vraiment me plonger davantage dans les symboles, dans les choses que j'ai pas perçues de façon plus directe, mais j'ai pas eu le temps. Je suis pas sûre qu'ils soient encore en salle, enfin si, il doit y être, mais je suis pas sûre d'avoir le temps tant qu'il est encore en salle d'y retourner. Moi ce qui m'a un peu interrogée quand même, c'est que on en entend beaucoup parler et je suis assez d'accord, comme le film un peu l'apothéose du travail de Miyazaki, un peu un film de fin de carrière en fait. Donc, je crois qu'il en fait un autre qui est déjà prévu. Il est déjà en train de travailler sur un autre film. Enfin, je sais pas, parce qu'à chaque fois qu'il sort un film, il dit que c'est le dernier. Mais en effet, je trouve qu'il a ce truc un peu film de fin de carrière, film dans lequel je réemploie un peu tout mon art, film dans lequel j'ai plus rien à prouver et où je mets beaucoup de choses que les gens comprennent pas forcément. Et moi, j'ai trouvé ça très chouette, mais ce qui me pose question, j'en ai beaucoup entendu parler aussi comme d'un film bourré de références. Bourré de références, moi je pensais que ça allait être des références qui m'échapperaient complètement, des choses que je comprendrais pas parce que du fait de ma culture générale, etc. Des choses qui, voilà. Et en fait, références, c'est des références à ses propres films et je trouve que c'est un peu facile. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup, j'exagère, mais il y a quand même quelques scènes, quelques choses, quelques petites choses, quelques personnages, quelques situations que j'ai rattachées directement à certains de ces films et en plus les plus mainstream, qui sont mes préférés. Et du coup, je me suis un peu interrogée, mais j'entends ce truc d'autocitation et de rendre hommage à son propre travail et tout, mais je trouve que ça fait un peu j'ai plus rien à trouver et je me foule pas parce que je sais que les gens vont être ravis de retrouver des nouveaux petits personnages qui ressemblent au Kodama. La scène dans la salle d'accouchement, c'est exactement la même scène que Chihiro. Enfin, je sais pas, ça m'a interrogée de me dire, mais en fait, est-ce que c'est pas un peu un manque d'effort et du foutage de gueule? Je sais pas. Ou est-ce que c'est pas... Enfin, je sais pas. Je sais pas, ça m'a vraiment interrogée. Mais en tout cas, ça reste un film que j'ai beaucoup aimé et de toute façon, je ne fais preuve d'aucune objectivité parce que j'adore ce réalisateur et son travail. J'ai regardé Le Château dans le ciel aussi de Miyazaki en novembre, c'était la première fois que je le voyais, et même chose, ce récit initiatique, ces jeunes gens qui partent à la découverte d'un monde imaginaire qui se rejoint pour eux avec une quête identitaire, existentielle, qui traverse un drame, des parents décédés, tout ça, tout ça. Ça m'a beaucoup plu, Le Château dans le ciel. J'ai bien aimé, je l'ai trouvé assez beau, et c'est drôle parce qu'il est plus daté comme film évidemment, puisqu'il date de 99, 18. Ouais, 86, donc il est plus daté, mais je trouve que même en étant daté visuellement, il fonctionne très très bien. C'est un film qui m'a plu, j'ai bien aimé les personnages, l'univers, l'histoire et tout, c'était chouette, c'était très chouette. Je suis allée voir Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. J'appréhendais le seul, en fait non c'est pas le seul, je m'en suis rendu compte après, mais le dernier film que j'avais vu de Scorsese c'était Les Affranchis, qui est quand même un film érigé comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, que j'avais détesté, qui a été pour moi le pire moment de cinéma de ma life. Donc autant vous dire que d'aller voir un film de Scorsese qui durait 3h26 sur mon seul jour de repos de la semaine, après avoir traversé l'épreuve des Affranchis, j'étais pas sereine. J'y suis allée avec le copain avec qui j'étais allée voir Les Affranchis. Pourquoi est-ce qu'on s'est infligé ça, je ne sais pas. Et en fait, on n'a pas du tout regretté. Killers of the Flower Moon, ça m'a assez plu, mais je pense que ça m'a plu parce qu'en fait, le sujet de fond, la trame de fond, est quelque chose qui a un intérêt pour moi.
un intérêt historique, narratif, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et que en fait, juste dans Les Affranchis, des mecs qui se tapent dessus, qui sont dans des trafics, dans des histoires de trafic et de réseau, ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Alors que là, la toile de fond m'intéressait davantage. J'ai quand même eu un moment où j'ai failli sortir de la salle, au tout début, quand il parle de est-ce que t'aimes les femmes? Oui, j'aime les femmes, et la conversation qui s'ensuit, j'ai vraiment failli sortir de la salle. Je me suis dit non, ne sors pas, laisse une chance à ce film, ça va. La suite, ça va, c'est un peu moins que Les Affranchis, c'est un peu moins. Enfin, par rapport aux Affranchis, c'est un film qui est quand même moins une lutte de testostérone. Alors, bien sûr que c'est une lutte de testostérone, mais pas que. Il y a ce personnage féminin qui est quand même central et ultra pertinent, assez bien écrit, personnage fort, qui est vraiment vraiment bien et très bien porté. Le casting porte vraiment bien globalement tout le film. Voilà, donc c'est un film qui m'a plu. Alors ça va pas être le film de l'année 2023 pour moi, hein, mais aussi par rapport aux a priori et à quel point j'appréhendais d'aller voir ce film, voilà, j'ai été quand même très agréablement surprise par la proposition, donc je suis contente d'y être allée, et ça se tient bien sur les 3h26 surtout, parce que, alors c'était long, je vais pas dire que 3h30 au cinéma c'est pas long, c'était long, mais ça se tient bien dans le temps, dans la longueur. Il n'y a pas justement de moments où je me dis là c'est extrêmement long, là je me fais vraiment chier. Non, je sens le temps qui passe, je sens que c'est long. Mais ça se tient bien dans la longueur, contrairement aux Affranchis qui duraient 1 heure de moins et qui pour moi auraient pu faire 1 heure de moins que les 2h26 du film. J'ai écouté un peu de musique en novembre, je me suis mise une petite déterre de me dire, et si je découvrais des albums qui ne sont pas les... En fait, j'écoute toujours les mêmes musiques, je fais rarement des explorations musicales. Et en novembre, je me suis dit, puisqu'elle est vraiment dans l'air du temps, que je voulais découvrir le travail de Taylor Swift, dont j'entends parler, qui est vraiment une icône de tout genre, mais dont on entend beaucoup parler en ce moment, notamment avec la sortie de 1989, Taylor's Version. Et donc j'ai écouté 1989 et Red, les deux en les rééditions, les Taylor's Version, qui a priori sont à peu près les mêmes, mais je me suis dit quitte à écouter, autant écouter ce qui vient de sortir. J'ai écouté ces deux albums que j'ai trouvé assez chouettes. C'est pas, je sais pas si c'est des albums que j'écouterai en boucle, j'ai beaucoup aimé 1989. Il y a pas mal de hits que je connaissais déjà en fait dans cet album là, et j'ai bien aimé la vibe. Après je sais pas si c'est ma vibe, mais j'ai bien aimé la vibe. Très drama, très je vis des histoires dramatiques. Comment une seule personne peut vivre autant de drama au point d'en faire autant de musique drama, mais je sais pas, ça m'a... C'est assez chouette comme vibe. Après ouais, je sais pas si j'en ferais quelque chose que j'écouterais genre en boucle au quotidien. Après, est-ce que écouter de la musique ça veut dire écouter de la musique en boucle au quotidien? Je sais pas, mais c'est ma façon de faire en tout cas. Donc voilà, j'ai découvert Taylor Swift ce mois-ci, c'était plutôt sympa. J'ai lu Le Patient de Timothée Le Boucher. J'avais lu Ces jours qui disparaissent il y a quelques temps. J'ai bien aimé Le Patient, mais j'ai été un peu frustrée par le fait que le plot twist arrive beaucoup trop à la fin. Enfin, le twist. Disons que il y a il y a un truc un peu, un élément un peu, oui, un tournant quand même qui arrive à la fin du bouquin, enfin de la BD, et je me dis mais en fait j'aurais aimé que ça arrive bien avant pour pouvoir être développé en termes de réflexion, sans forcément nous dévoiler, hein, parce que c'est un peu, j'ai l'impression, la spécialité de Timothée Le Boucher, de nous laisser sur un truc où en fait on sait pas trop quoi penser, on n'a pas de vérité à la fin de son récit, et ça c'est pas le problème. Mais juste en fait, si c'était arrivé avant, ça aurait pu être une piste déployée et nous, ça nous aurait permis d'y réfléchir davantage parce que là, j'étais un peu frustrée par le rythme en fait, ouais, du récit de la BD, mais j'ai trouvé ça quand même assez chouette. J'ai découvert également Virginie Despentes au mois de novembre. On a fait un petit troc de... pas du tout. Moi, j'ai rien ramené du tout, mais mes collègues ont sorti toute leur biblio de Virginie Despentes au boulot, donc j'ai pioché là-dedans. J'ai lu Teen Spirit en premier, qui m'a pas trop parlé. En fait, je crois que moi j'ai une image de Virginie Despentes qui est l'image de ses essais, et peut-être son image la plus récente, je sais pas, mais d'une autrice féministe engagée et érigée un peu comme grande ponte du féminisme dans la littérature. Alors en lisant Teen Spirit, j'étais un peu bof. En fait, c'est all about un personnage masculin qui est très ouin-ouin, qui m'a un peu saoulée. Donc j'ai pas été hyper convaincue par ce livre-là. Après, j'ai lu Bye Bye Blondie, qui là m'a tout de suite plus parlé. Il y a tout un aspect sur la psychologie
d'elle, mais surtout de la personnage principale qui est pour le coup une femme, et donc c'est all about cette personnage principale qui est une femme, donc déjà je pense que ça me parle plus. J'ai quand même dit que si en fait je commence à me désintéresser complètement de toute littérature qui a des hommes en personnages principaux, je suis peut-être un peu mal barrée, mais bon. En tout cas, Bye Bye Blondie, ça m'a beaucoup plus parlé, l'aspect psychologique, jusqu'à la psychiatrie, en fait, la question de la psychiatrie qui est dans le livre, m'a beaucoup plus parlé, ça m'a beaucoup plus intéressée, j'ai bien aimé comment le personnage évoluait, comment est-ce qu'on a accès à son intériorité, à comment est-ce que son intériorité donne son extériorité et sa vie quotidienne, etc. Ça, j'ai beaucoup plus aimé. Mais Teen Spirit, j'ai été moins convaincue. Bye Bye Blondie, en revanche, j'ai bien aimé. C'est le cinéma, voilà. Je suis allée voir L'air de la mer rend libre. Ça m'agace. Ça m'agace. Sur la fiche, c'est quand un mariage arrangé libère la parole. Moi, je m'attendais à un mariage arrangé qui arrange tout le monde, des gens qui vivent leur best life dans leur mariage arrangé, à vivre leur vie à droite, à gauche, tout en étant protégés par le fait de « oui, oui, t'inquiète, je suis mariée ». Ça m'a un peu agacée, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un homme qui subit un mariage arrangé dans un premier temps, « nu, je veux pas me marier », mais qui en fait s'y retrouve très bien. Lui, il est marié, il fait sa vie, à droite, à gauche, il trompe, il ment, il contamine sa femme, et blablabla, et blablabli, et blablablou, il vit sa best life. Ça finit par, on a une conversation, toi et moi, toi mon mari, toi ma femme, on a une conversation de que s'est-il passé, il faut qu'on mette les choses au clair, il avoue tout à sa femme, donc il a la liberté de vivre sa meilleure life pendant que elle subit tout ça. Bah c'est super. Bah c'est super parce qu'en fait, libérer la parole dans un mariage arrangé, c'est once again, parce que malgré le fait que j'aime beaucoup le bleu du caftan, c'était en fond un peu la même chose, once again, un homme qui profite d'être marié avec une femme qu'il n'a jamais désirée, pour pouvoir lui continuer de vivre sa best life sous couvert de ce mariage, de oui oui j'ai bien suivi les règles, tout va bien, je suis mariée, mais moi je vis ma vie, pendant que cette femme, dans cette situation, subit ce mariage, et subit le fait que son mari va vivre sa best life ailleurs, et elle subit l'existence. Bah c'est super, c'est super, c'est toujours la même chose, et franchement ça m'a agacée, parce que je m'attendais à voir un truc un peu novateur justement, un discours un peu moderne quoi, là-dessus. Un truc un peu qui change, un peu aussi une femme qui s'épanouit dans son mariage arrangé, et non pas dans son mariage, mais ailleurs, et qui profite de ce mariage arrangé pour vivre sa vie. Et ben en fait, pas du tout. Et ça m'a vraiment exaspérée. Voilà. J'ai vu Marie et Pierre de Bobby Jane Smith. C'est un spectacle de danse. Bobby Jane Smith, c'est une chorégraphe qui a chorégraphié pour le ballet du théâtre de Bâle, en Suisse. Marie, c'était une création, je crois, avec ce ballet, et Pierre, c'était une reprise d'une pièce qui existait déjà. Ou l'inverse, je sais plus. Mais donc le spectacle, puisque c'est l'objet quand même de cette vidéo, moi c'est pas du tout le type de danse qui me parle, qui a priori m'anime, me transcende quand je vais voir de la danse. C'est un spectacle assez théâtralisé, un peu danse-théâtre, mais je trouve que c'est pas forcément hyper abouti, peut-être, je sais pas, à l'endroit justement de cette théâtralité. Moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu off, un peu à côté, qui fonctionne pas forcément parfaitement bien, et je trouve que dans l'ensemble, justement, ça manque un peu de vision d'ensemble comme écriture chorégraphique. Il y a des choses très intéressantes, mais il y a des choses intéressantes là, et j'ai du mal à faire le lien entre tout ce qui se passe et ce foisonnement de choses au plateau. Donc ça manque un peu pour moi de vision d'ensemble. Après j'étais assez loin, moi je préfère voir les spectacles de plus près je crois, et j'aurais préféré aussi voir les visages, éprouver aussi davantage la physicalité des corps. C'est quelque chose de pluridisciplinaire parce qu'il y a la question de danse-théâtre, mais il y a aussi des musiciens et musiciennes au plateau, il y a des gens qui parlent, des gens qui chantent. Donc à cet endroit c'est assez intéressant, les décors sont ouf, les costumes sont vraiment bien. Il y a un orchestre en live, donc ça fait quand même beaucoup dans l'expérience du spectacle. Mais voilà, esthétiquement, en termes d'écriture chorégraphique et tout, moi c'est pas ce qui me fait dire ah ouais j'ai adoré ce spectacle, vraiment je l'ai vécu avec les interprètes au plateau et tout machin. Voilà, donc ça c'était pour novembre avant le festival, et ensuite on est rentré dans le festival Plein Phare, qui est un festival de danse porté par le Centre chorégraphique national du Havre, et j'ai vu pas mal de spectacles. Donc j'ai revu Feu de Fouad Boussouf, sur lequel je ne reviendrai pas parce que j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Il y a eu une proposition de lecture dansée, une espèce de
de propositions hybrides avec des lecteurs-lectrices, enfin un lecteur et une lectrice au plateau qui lisent des textes pendant que des danseuses et un danseur dansent, tout simplement. Et avec un joueur de oud, un musicien oudiste aussi au plateau. Donc un peu un savant mélange comme ça de disciplines. C'était assez chouette, c'était pas un mauvais moment, ça m'a pas fait dire oh waouh, c'est la rencontre de l'année entre ce texte, cette danse, ce corps, cette musique et tout. Mais c'était un bon moment quand même. Ensuite j'ai vu L'éclosion, qui est un spectacle, une fable dansée, pour les enfants à partir de 18 mois. Je trouve ça assez génial d'imaginer des spectacles pour des très petits enfants. C'était plutôt cool, ça fonctionne vachement bien comme proposition. C'est un spectacle qui dure 25 minutes, qui est vraiment une forme de A à Z adaptée aux plus petites. Qui est toute douce, qui est très poétique, il y a un musicien au plateau avec son violon en live et tout, et je trouve que tout fonctionne très bien dans l'écriture, ça danse, ça joue, ça s'amuse, il y a des onomatopées, enfin voilà, je trouve que c'est une forme vraiment réussie et qui a su capter l'ensemble des enfants qui étaient dans la salle, et ce qui est pas évident, et le fait que les enfants aient été captés, et étaient assez... il y avait quand même de vives réactions sans être complètement déraisonnés et tout, donc c'était plutôt chouette comme moment. Ensuite j'ai vu 40 à 40 de Johanna Malédon, qui est un projet qui a été qui est parti de 40, qui était un trio de cette chorégraphe, et qui a été étendu à 40 avec 5 danseuses professionnelles et une trentaine de danseuses amatrices, pour pouvoir mélanger comme ça et étendre un peu, étirer le geste chorégraphique de 40, mais auprès d'un très grand groupe et avec des danseuses amatrices. J'ai pas trouvé que le spectacle avait été de l'ordre d'une création, un spectacle de 1 heure avec des amatrices. Ça fait des tableaux, quelques tableaux où il y a des amatrices, trop peu à mon goût, et des tableaux qui reprennent 40 à 40, mais avec les danseuses professionnelles, et j'ai été un peu déçue et triste à cet endroit-là, parce que c'est toutes ces amatrices, elles ont donné tellement d'énergie, enfin ça se voyait qu'elles étaient vraiment bien dans le truc et qu'elles avaient traversé une belle aventure collective et tout, et je trouve que c'était pas leur rendre honneur que de les voir si peu en fait au plateau sur toute la durée du spectacle. Ensuite, toujours dans le cadre du festival Plein Phare, j'ai vu Carcasse de Marco da Silva Ferreira, qui est un chorégraphe portugais, qui est assez jeune je crois. C'est une pièce avec encore une fois des corps exaltés, dans une puissance physique, dans un engagement physique assez fort de la part des interprètes. Il y a des musiciens, enfin des messieurs qui mixent et qui appuient sur des boutons et qui font de la musique au plateau. J'ai trouvé la musique incroyable, un truc très fort qui casse un peu les oreilles, et moi j'adore qu'on me casse les oreilles quand je vais voir des spectacles de danse. Les danseurs et danseuses sont vraiment très bons, très bonnes, dans un engagement physique assez fort. Après je trouve que c'était un peu trop in your face à l'endroit de la diversité, parce qu'il y a notamment un danseur qui est en situation de handicap avec une prothèse d'avant-bras. Il y a des danseurs et danseuses issus de l'immigration et tout. Et il y a des styles de danse aussi employés, il y a du voguing, enfin il y a pas mal de styles de danse comme ça, il y a des danses traditionnelles portugaises et tout. Mais je trouve que c'est un peu trop in your face, regarde la diversité, regarde comme c'est beau la diversité et tout. Et je pense qu'en fait les corps en eux-mêmes, les interprètes en eux-mêmes portent leur propre histoire et leur propre héritage et leur propre danse et culture et tout. Et pour moi les corps en eux-mêmes auraient suffi à montrer toute la beauté de cette diversité sans être autant in your face de oh regarde, voguing, waouh trop bien, oh regarde, là ce sont des queer people, oh regarde, lui c'est un danseur en situation de handicap, waouh, enfin... Et ça m'a un peu dérangée et surtout déçue, parce que je trouvais que c'était assez fort ce que ça racontait de voir ces corps au plateau. Il y avait pas besoin d'en rajouter quoi. Donc c'était quand même, enfin j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai trouvé ça un peu lourd en fait, parce que trop in your face, alors que ça partait bien. J'ai vu un film dans le cadre du festival Plein Phare sur la jupe des filles d'Elena Bertuzzi, qui est un documentaire sur les danses du bassin, c'est-à-dire mettant en jeu le bassin chez les femmes autour de l'océan Indien. Pardon. Il y avait beaucoup de choses qui se passent à Mayotte notamment, pas que, mais c'est beaucoup à Mayotte, et ça explore du coup un peu les danses traditionnelles de Mayotte et d'ailleurs. Le mbiwi et le débat notamment, le débat étant une danse dévotionnelle musulmane et le mbiwi étant une danse plutôt
de fête, de mariage. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai appris plein de trucs, tu pars à la découverte de femmes exceptionnelles, il y a quelque chose de ces 45 minutes de sororité, c'est vraiment beau et c'est vraiment chouette. C'est un bon format et tout, mais je trouve que le discours de fond est un peu trop manichéen et un peu trop simpliste, notamment par rapport à la religion, à la danse religieuse. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a quand même un peu dérangé dans le discours de fond que j'ai trouvé trop simple, trop noir-blanc. La réalisatrice était présente, donc l'échange qui a eu lieu après était hyper intéressant et c'est une femme vraiment un puits de science, une femme tout à fait passionnante. Mais il y a quelque chose quand même qui m'a un peu dérangée. Toujours dans le cadre du festival, j'ai vu Essaimer de Margot d'Orléans, qui est une pièce pour 3 danseuses dont la scénographie est en partie composée de roseaux. Margot d'Orléans, c'est une artiste qui travaille dans l'extrême lenteur. Et c'est des propositions artistiques, les propositions de Margot d'Orléans, que je me surprends à aimer. C'est à l'opposé de ce que moi parfois je peux aimer dans les spectacles de danse, c'est vraiment de l'extrême lenteur. Et il y a quelque chose moi qui me capte, qui me fascine dans la maîtrise parfaite du corps dont tu as fait preuve, parce que en fait on a l'impression qu'elle ne bouge pas, et en fait elle bouge, et en fait il s'est écoulé 5 minutes, elle est passée de là à là, et on n'a rien vu. Parce que tellement cette lenteur est bien maîtrisée, tellement ce corps, enfin physiquement c'est quand même une performance de malade. Donc moi c'est ce qui me plaît dans son travail. Là dans ce spectacle elles sont 3. Donc déjà j'ai trouvé que ces 2 interprètes, bien qu'exceptionnels, je tiens à le dire, ont quand même un niveau de maîtrise un petit peu en dessous de celui de Margot d'Orléans, la chorégraphe, et qui danse également dans le spectacle. Et donc j'ai perçu un petit décalage qui m'a un peu fait dire que ah peut-être que j'aurais aimé la revoir en fait que seule, puisque la première proposition que j'avais vue d'elle c'était un solo. Parce qu'elle a vraiment cette maîtrise, mais d'une telle finesse, d'une telle perfection, que du coup les autres interprètes à côté paraissaient un petit peu en dessous, alors qu'en fait s'il y avait que ces 2 interprètes ça aurait été exceptionnel, parce qu'il n'y aurait pas eu la comparaison, bref. Donc ça, et il y a aussi des parties qui sont un peu plus dansées, donc un peu plus actives, un peu plus rapides dans le corps, et qui m'ont un peu moins plu, parce que j'ai trouvé que l'écriture n'était pas exceptionnelle, et que du coup moi ce qui me parle vraiment et ce qui me capte dans son travail c'est ce truc d'extrême lenteur. En revanche, dans la lenteur, quand elles sont toutes les 3, on a vraiment des images de corps entremêlés, de chaînes, etc. qui sont exceptionnelles, visuellement magnifiques et techniquement incroyables. Tout le travail de scénographie avec les roseaux est exceptionnel et les lumières sont vraiment très belles. Donc visuellement, c'est un objet mais magnifique. Et globalement, ouais, c'est un beau spectacle. Ensuite j'ai vu Cheb de Felipe Lourenço qui a été une pièce créée en 2023, dont j'avais vu une sortie de résidence plus tôt dans la saison, non la saison dernière en fait, donc plutôt dans l'année, la saison dernière. J'ai été un peu, alors Cheb c'est un spectacle avec 2 danseurs et 2 musiciens au plateau, un percussionniste et un compositeur, François Caffey. Et dans la sortie de résidence, ce qui m'avait frappé, ce qui m'avait absolument captivé, c'était le fait qu'on voyait bien les musiciens autant que les danseurs et que on les voyait en fait créer la musique en direct. C'est-à-dire qu'ils appuyaient sur leurs boutons, ils tapaient sur leurs percussions, ils enregistraient des boucles, ils parlaient dans un micro et en fait on voyait tout le processus de création musicale, on le voyait enregistrer ces boucles et ensuite on réentendait les boucles et ensuite on le voyait taper, arrêter de taper, le son continue, enfin vraiment on voyait tout le processus de création musicale en direct sous nos yeux, en plus de la danse qui est aussi dans quelque chose de très répétitif. Là ça m'a un peu déçue parce que je voyais beaucoup moins, du fait en fait de la mise en scène et de la lumière, on voyait beaucoup moins les musiciens et du coup je les ai beaucoup moins vus travailler à la musique, donc ça m'a un peu frustrée. Et c'est une musique électro assez répétitive. La musique électro d'habitude j'écoute jamais ça. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Jamais j'irais me dire ah tiens dans ma voiture j'écoute de la musique électro, ah tiens je suis en train de bouquiner, jamais. Pourtant j'adore la musique électro au spectacle. Donc c'est assez marrant, c'est des choses que j'écoute en fait et qui me captent que quand je suis dans une salle de spectacle. Et c'est très fort et j'adore me faire casser les oreilles comme je disais dans les salles de spectacle. Donc j'ai vraiment passé un bon moment. En fait sur les 20 premières minutes j'ai dormi. On s'est un peu, parce que pour le coup j'étais pas toute seule et on s'est un peu foutu de moi en mode ah oui non tu as dormi, vraiment tu t'es fait chier. Pas du tout. J'ai dormi mais vraiment j'ai passé un excellent moment.
excellent moment. Parce que la musique est hyper enivrante, hyper entraînante, c'est un truc assez hypnotisant. Et que la danse, il se passait pas grand chose au début, enfin, c'est quelque chose de très répétitif, donc en fait, si je dors, si je ferme les yeux pendant 3 minutes, je rouvre les yeux, peut-être qu'ils sont toujours en train de faire la même chose, donc c'est aussi pour ça que je me suis endormie, et ensuite j'étais hyper réveillée, du coup au bout de ma sieste de 20 minutes, j'étais hyper au taquet, donc beaucoup plus attentive et captive aussi, y compris à la danse. Ça m'a pas transcendée. En termes de danse, moi c'est pas de l'écriture que je trouve incroyable, mais il y a ce truc avec la musique qui fonctionne très bien, mais ouais, c'est pas le... C'est pas le spectacle de l'année, je me répète. Après, c'est pas un spectacle que j'attendais particulièrement dans la programmation, mais ça m'a... Et en fait, non seulement c'est pas le spectacle de l'année, parce que l'écriture des corps, moi, me parle moins. J'admire la performance physique, parce que franchement, c'est un truc de ouf. La musique me capte et me parle de ouf, mais j'ai été frustrée de pas voir davantage les musiciens. Voilà, je parle tellement trop. Faut que ça cesse. Dire quand même, je tiens à dire qu'à la décharge de tous les spectacles dont je parle dans le cadre du festival Plein Phare, je les ai vus pour la plupart dans des états de fatigue physique, sociale, émotionnelle assez intenses. Je tiens à le dire. Peut-être que je me serais pas endormie devant Shell si j'étais pas épuisée aussi. Ensuite, donc là on passe au mois de décembre, mais sur la fin du festival, j'ai vu Génération Battle of Portrait de Fabrice Ramalingom. Fabrice Ramalingom. Génération, c'est un duo entre Hugues, un jeune danseur, et Jean, un danseur de 79 ans. C'est horrible ce que je veux dire. Moi j'ai un peu un problème en fait avec les vieilles personnes. Globalement dans la vie. J'aime pas ça, les vieux, ça m'angoisse de vieillir, donc j'aime pas ça en fait, les vieilles personnes, c'est pas des gens qui me touchent, c'est pas enfin, c'est horrible, je suis vraiment une horrible personne, mais il y a des gens qui aiment pas les gosses, bah moi j'aime pas les vieux. Et du coup, j'ai pas du tout été sensible et captive à cette proposition du duo intergénérationnel. Parce qu'en fait, moi ça me touche pas. Ils sont c'est vraiment un duo, donc un échange de danse mais aussi de mots parce qu'il y a toute une partie de jouer, de parler. Ça je trouvais que c'était pas forcément très bien réussi par ailleurs et ça me touche pas en fait de voir cette interaction entre un homme jeune et un homme vieux. Peut-être que si ça avait été des femmes ça aurait été différent mais là encore moins. Et du coup je suis restée complètement en dehors de la proposition. Il y avait des choses parfois un peu peut-être trop pathos, dans le pathos et dans le tir émotion qui moi du coup ne m'ont pas du tout touchée et m'ont même cringe parfois plus qu'autre chose quoi. Parfois j'étais un peu genre je suis très gênée par ce qui se passe et c'est des moments un peu émouvants, un peu... mais parce que moi ça ne m'émeut pas, ça ne me touche pas. Je suis une affreuse personne. Et donc bah, ce spectacle je suis restée complètement en dehors, complètement à côté, j'étais fatiguée, j'aurais préféré être chez moi. J'aurais peut-être pas dû aller le voir en fait. Mais je l'ai vu et c'est bien aussi de voir des choses qu'on n'aime pas, donc c'est très bien que je sois allée le voir. Mais en tout cas, ouais, moi ça m'a pas du tout touchée. Je suis pas la cible, j'ai pas du tout été captive, voilà. J'ai vu de Fouad Boussouf, qui est un spectacle que j'avais déjà vu. Qui est un spectacle que j'aime beaucoup, autour de la figure d'Oum Kalthoum. C'est un spectacle très poétique, on a 2 musiciens au plateau, un joueur de oud, le même joueur de oud qui était sur la lecture dansée, Mohanad le oudiste et Lucien un guitariste, enfin un bassiste, guitare électrique. On a 4 danseurs, 2 danseuses. C'est d'une grande poésie, il y a des textes qui sont déclamés, il y a la musique en live qui s'ajoute à une musique, à une bande son. C'est une performance physique absolument exceptionnelle, ça dure 1 heure, ça ne s'arrête jamais. L'engagement physique des interprètes est incroyable, leurs émotions transpirent, enfin, c'est vraiment beau à voir parce que déjà c'est beau esthétiquement. Les costumes, le décor, la lumière, c'est très beau esthétiquement et c'est beau et fort à voir parce que toute l'énergie et toute l'émotion que les interprètes portent en dansant, ça transpire et ça crève quoi, la salle et moi je trouve ça assez fort. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment un grand moment, un très beau moment. Voilà, donc et qui était suivi d'un concert, ce qui s'appelle un peu concert à regarder, du concert qui s'appelle Galbi Galbi du groupe Love and Revenge. Love and Revenge c'est des... Donc c'est une proposition un peu singulière je trouve, enfin moi j'avais jamais vu ça, c'est pas du tout un ciné-concert, mais c'est une création musicale qui est pensée en lien avec le cinéma et le cinéma égyptien notamment, donc j'ai trouvé ça assez fou, c'était assez beau, c'est hyper festif, les gens dansent,
Et je découvrais complètement Love and Revenge, et même chose, je pense que c'est pas du tout de la musique, j'irais pas écouter leurs albums. Encore une fois, il y a quelque chose d'assez électro et tout. Je pense que j'irais pas écouter leurs albums, mais dans ce contexte concert et aussi spectacle, parce que ça faisait suite à un spectacle, ça m'a vraiment parlé. Voilà, et ce bilan se termine enfin avec le spectacle Future Now de Yuval Peak, qui est un spectacle jeune public en famille à partir de 7 ans, qui est vraiment très chouette, qui est joyeux, qui est généreux, les interprètes sont vraiment très chouettes, les costumes sont incroyables. C'est pas des... Enfin si, c'est des costumes, mais c'est essentiellement des vêtements en fait comme costumes. Mais qui sont mis et composés et arrangés et modifiés et mis ensemble de façon mais incroyable, les costumes sont vraiment fous, les décors sont très très beaux, enfin le décor c'est surtout de la lumière. Future Now c'est des récits d'enfance des interprètes qui racontent des histoires d'enfance, qui portent des récits et qui les mettent aussi en résonance avec leur corps, leur danse et tout, et c'est très très chouette. C'est très chouette. Moi j'ai été plutôt, voilà, ça m'a plutôt plu. Ça sera, je sais pas si c'est un spectacle dont je me souviendrai dans un an, mais non, j'ai passé vraiment un bon moment. Et c'est donc sur cette note cool que c'est terminé pour moi ma série de spectacles dans le cadre du festival Plein Phare. Et donc c'est ainsi que se termine ce bilan, beaucoup trop long, du mois de novembre.